bonjour, numéro 10 de Kiné Vidéo, et merci à nouveau de nous être fidèles. Pour ce nouveau numéro, nous allons ouvrir un dossier spécial. En effet, toute cette heure sera consacrée à l'épaule douloureuse, qui, comme son nom l'indique, est un sujet épineux. Pour traiter ce dossier, nous avons fait appel, comme à notre habitude, à des spécialistes que nous avons rencontrés d'une part à l'hôpital de Lyon-Sud et d'autre part dans un centre de rééducation à Hauteville dans l'Ain. Successivement, nous vous présenterons une leçon d'anatomie, l'examen clinique et l'ensemble d'un programme de rééducation de l'épaule. Mais tout d'abord, nous avons demandé au docteur Gilles Walch de nous définir les différentes pathologies de l'épaule douloureuse. Gilles Walch est chirurgien orthopédiste, il est attaché au service du professeur Dejour à l'hôpital de Lyon-Sud donc. Ses travaux sur l'épaule lui ont permis d'acquérir une notoriété tout à fait certaine qui nous a amenés à le rencontrer pour vous. Éliminons, si vous le voulez bien, tout de suite l'épaule instable, qui est un problème spécifique du jeune sportif. Il reste 4 autres entités qui doivent être, à mon avis, bien différenciées. Première entité, c'est la capsulite rétractile. Ces capsulites rétractiles, vous savez qu'elles peuvent être primitives ou secondaires à une chute, à un traumatisme, à une rupture de coiffe, bref, peu importe. Les amplitudes passives sont limitées. Et c'est un cadre tout à fait particulier qui doit absolument imposer un traitement médical et conservateur avec la rééducation. La deuxième entité, ce sont les calcifications tendineuses. Là encore, c'est une entité à part, car ce sont des affections qui touchent l'adulte jeune, entre 30 et 50 ans en règle générale. Il n'y a pas de rupture de coiffe associée. Ce sont des problèmes douloureux qui s'intègrent dans le cadre d'une maladie probablement métabolique, touchant les tendons de la coiffe des rotateurs. Troisième cadre, les tendinites. Les tendinites de la coiffe, c'est un petit peu la bouteille à l'encre. C'est quoi? C'est une épaule douloureuse. Les radiographies ne mettent pas en évidence de rupture de coiffe, ne mettent pas en évidence de calcification. Ce sont des gens qui ont des douleurs pendant leur activité professionnelle ou sportive. C'est là encore une entité qui relève du traitement médical et de la rééducation dans la plupart des cas. Et enfin, dernière entité, la quatrième, ce sont les ruptures de coiffe. Alors les ruptures de coiffe, pour être schématique, je dirais que c'est comme les laxités du genou. Ça veut tout dire et rien dire. Il y a autant de différences entre une rupture du sus-épineux et une rupture du sous-scapulaire qu'entre une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ligament croisé postérieur. C'est dire la nécessité de préciser les pensées lorsque l'on parle de rupture de coiffe. On doit parler de rupture du sus-épineux, partielle, totale, de rupture de la longue portion du biceps, de rupture associée, sus-épineux et long biceps. Bref, il faut être très anatomique. Et ce n'est qu'en étant anatomique, finalement, que l'on parlera tous de la même chose et que l'on pourra accorder nos violons dans le traitement. Et c'est ce que l'on doit voir au préalable au laboratoire d'anatomie sur des dissections anatomiques. L'objet de cette dissection sera d'étudier l'anatomie et les rapports de la coiffe des rotateurs. Nous verrons successivement les repères anatomiques, les muscles superficiels avec essentiellement la chape deltotrapézienne, l'espace sous-acromial, et nous terminerons sur les différents éléments qui constituent la coiffe des rotateurs. Voici les principaux repères anatomiques qu'on peut distinguer sur une épaule droite normale. En arrière, l'omoplate avec son bord spinal, la pointe de l'omoplate et son bord externe. L'épine de l'omoplate qui se prolonge en avant par l'acromion. Plus en dedans se trouve l'articulation acromio-claviculaire et la clavicule plus interne. En avant, on peut palper le bec coracoïdien relié au bord antérieur de l'acromion par le ligament acromio-coracoïdien. Ce ligament joue un rôle très important dans la pathologie du conflit. Voyons maintenant la chape deltotrapézienne et les autres muscles superficiels. On retrouve les repères osseux avec l'épine de l'omoplate en arrière, le bord externe de l'acromion et la clavicule en dedans. L'arrière est ici, l'avant est ici. La chape deltotrapézienne, le trapèze qui s'insère sur l'épine de l'omoplate et la face supérieure de la clavicule,
le deltoïde qui s'insère en bas sur l'humérus au niveau du V deltoïdien. Le deltoïde est composé de 3 faisceaux. Un faisceau antérieur, dont je marque la limite antérieure au niveau du sillon deltopectoral. Ce faisceau s'insère en haut sur la clavicule et le bord antérieur de l'acromion. Le faisceau moyen, dont voici les limites, s'insère sur le bord externe de l'acromion. On retrouve sur une vue postérieure de l'épaule le faisceau postérieur du deltoïde, dont je suis la limite postérieure, qui vient s'insérer très en dedans sur l'épine de l'omoplate. On distingue à nouveau le trapèze. On aperçoit déjà le corps musculaire du sous-épineux, à son bord inférieur le petit rond. On distingue ici le grand rond, le bord supérieur du grand dorsal. On voit également ici le corps musculaire du triceps. Nous en avons terminé maintenant avec les muscles de la couche superficielle. Voyons plus en dessous ce qu'il se passe au niveau de l'espace sous-acromial. On désinsère maintenant le faisceau antérieur du deltoïde de la clavicule, du bord antérieur de l'acromion et de son bord externe. On aperçoit déjà la bourse sous-acromiale à la face profonde du deltoïde et on poursuit la désinsertion du faisceau postérieur du deltoïde sur l'épine de l'omoplate. On aperçoit déjà les ramifications du nerf circonflexe à la face profonde du deltoïde et on découvre la partie postérieure de la coiffe des rotateurs. Nous avons maintenant gonflé la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Lorsqu'on imprime des mouvements d'ascension de la tête humérale, on voit bien ses contours, notamment sa situation plutôt antérieure. Voici les contours de la bourse. Sur une vue postérieure de l'épaule, on retrouve la face profonde du muscle deltoïde, les ramifications du nerf circonflexe et le tronc du nerf circonflexe qui s'engage à la face inférieure de la capsule articulaire. En haut, nous allons maintenant désinsérer le trapèze qu'on désinsère en avant de la clavicule, en dehors de l'acromion, en arrière de l'épine de l'omoplate et on découvre la face superficielle du sus-épineux. On est maintenant sur une vue antérieure de l'épaule avec le bord externe de l'acromion, la tête humérale, la coracoïde et le grand pectoral. Je désinsère maintenant le faisceau claviculaire du grand pectoral. Que l'on laisse en dedans. On aperçoit très distinctement le bec coracoïdien, en dedans le petit pectoral, en bas le coracobiceps. Nous sommes maintenant en gros plan sur le bec de la coracoïde, véritable carrefour d'insertion, avec en dedans le petit pectoral, en bas le coracobiceps, en dehors le ligament acromio-coracoïdien. On distingue également au-dessus le ligament trapézoïde qui vient s'insérer à la face inférieure de la clavicule. Plus en dehors, on retrouve l'articulation acromioclaviculaire et sa capsule. Nous allons maintenant resséquer la bourse sous-acromio-deltoïdienne.
La bourse est ouverte. On suit sur le bord antérieur de l'acromion. Et je vais dégager le bord inférieur du ligament acromio-coracoïdien jusqu'à la coracoïde en dedans. Nous apercevons déjà la tête humérale. Je poursuis la résection de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Et on aperçoit déjà l'insertion distale de la coiffe des rotateurs. En décoaptant la tête humérale, on distingue parfaitement les tendons de la coiffe des rotateurs. En arrière, le tendon du petit rond et son corps musculaire. Juste au-dessus, le sous-épineux avec son tendon parfaitement délimité et son corps musculaire dans la fosse sous-épineuse. Au-dessus, lorsqu'on se met en rotation externe, on distingue le tendon du sus-épineux et son corps musculaire plus interne dans la fosse sus-épineuse. En avant, le sous-scapulaire qui se tend en rotation externe et dont je montre le bord supérieur. Nous allons maintenant voir la pathogénie du conflit sous-acromial. Voici en gros plan l'insertion distale du tendon sus-épineux qui apparaît parfaitement sur l'épaule décoaptée. Cette insertion entre en conflit avec le bord antéro-inférieur de l'acromion lors de l'élévation et si l'on poursuit la rotation interne avec le ligament acromio-coracoïdien, voire le bec coracoïdien en rotation interne forcée. Nous sommes à nouveau sur une vue postérieure de l'épaule. Revoici l'épine de l'omoplate, l'acromion et la clavicule. En dessous, la tête humérale. Voici la fosse sus-épineuse. Voici la fosse sous-épineuse. Nous allons maintenant sectionner l'épine de l'omoplate et l'extrémité distale de la clavicule de façon à observer plus précisément les différents tendons de la coiffe des rotateurs. Nous relevons maintenant la voûte acromioclaviculaire pour découvrir la continuité du muscle sus-épineux qui vient s'insérer sur le trochitaire. Nous revoici sur une vue externe de l'épaule avec les plans de coupe de l'épine de l'omoplate en arrière, le plan de coupe de la clavicule en avant. On voit ainsi la parfaite continuité des tendons de la coiffe des rotateurs, avec d'arrière en avant le tendon du petit rond et son corps musculaire, le tendon du sous-épineux et son corps musculaire plus en dedans, le tendon du sus-épineux et plus en avant, le tendon volumineux du muscle sous-scapulaire. Entre le sus-épineux en arrière et le bord supérieur du sous-scapulaire, on distingue un intervalle, l'intervalle de la coiffe des rotateurs, qui est constitué de différents éléments. Nous avons vu les différentes situations qui entraînent un conflit. Nous allons maintenant détailler les différents éléments de l'intervalle de la coiffe des rotateurs. Le bord inférieur du sus-épineux, le bord supérieur du sous-scapulaire le délimite. Nous désinsérons le ligament coraco-huméral qui recouvre cet intervalle et que je récline en dehors. Le ligament coraco-huméral va s'insérer en dehors de part et d'autre de la gouttière bicipitale. J'ouvre ce ligament pour découvrir la portion intra-articulaire du tendon du biceps. Des ciseaux.
Nous distinguons clairement le tendon du long biceps dans sa situation intra-articulaire et je le dégage jusqu'à l'entrée dans sa gouttière. Le tendon du long biceps fait partie intégrante de l'intervalle de la coiffe des rotateurs. Il a un rôle d'abaisseur et de centrage de la tête humérale et fait partie de la coiffe des rotateurs. Nous revoici en gros plan sur l'intervalle de la coiffe des rotateurs. En arrière, le tendon du sus-épineux. En avant, le tendon du sous-scapulaire. On distingue parfaitement le cartilage de la tête humérale, le cartilage de la glène, l'insertion supérieure du tendon du long biceps au pôle supérieur de la glène et son trajet jusque dans la gouttière. En avant du long biceps s'insère le ligament gléno-huméral supérieur qui s'insère distalement à la berge antérieure de la gouttière et qui joue un rôle primordial dans la stabilisation du tendon du biceps. En conclusion, il faut insister sur la parfaite étanchéité de la coiffe des rotateurs avec 5 éléments d'arrière en avant, le petit rond, le sous-épineux, le sus-épineux, le long biceps et le sous-scapulaire. En effet, le long biceps doit être considéré comme un élément à part entière de la coiffe des rotateurs. Les lésions peuvent toucher tous les éléments. Le plus souvent, il s'agit de lésions du sus-épineux, mais l'extension peut se faire soit en avant au niveau de l'intervalle de la coiffe des rotateurs, voire du sous-scapulaire plus bas, ou en arrière, touchant le sous-épineux et le petit rond. Merci donc aux deux chefs de clinique des hôpitaux de Lyon-Sud et de Reims d'avoir réuni leurs compétences pour nous présenter ce travail de très grande qualité. Après l'anatomie, deuxième grand chapitre de ce dossier, l'examen clinique de l'épaule. Cet examen est présenté par le docteur Jean-Pierre Liotard, responsable du service de rééducation de Hauteville dans l'Ain. Il faut savoir que ce centre médical rééduque quelques 200 cas d'épaule par an. Je vais examiner maintenant un patient qui est tout à fait représentatif des pathologies de la coiffe des rotateurs. En effet, ce monsieur a été opéré pour une rupture de la coiffe des rotateurs. Il est en cours de rééducation. Tout au long de son histoire, depuis son accident, avant la chirurgie, après la chirurgie, l'examen clinique de son épaule a cherché à mettre en évidence les deux aspects fondamentaux des pathologies de la coiffe des rotateurs. D'une part, une limitation des amplitudes articulaires passives, une limitation douloureuse, c'est la capsulite rétractile, et d'autre part, le déficit de sa mobilité active, et c'est l'épaule pseudo-paralytique. Cet examen clinique qui est programmé est toujours le même, et il explore ces deux versants, la mobilité passive, puis la mobilité active, dans cet ordre. Cet examen clinique nécessite un plan de référence qui soit une table d'examen, le dossier n'étant pas relevé et en l'absence de tout oreiller. Nous commençons donc par l'examen des amplitudes passives. Le patient s'allonge sur la table en veillant à garder un espace suffisant au-dessus de la tête pour les manœuvres. Parfait. L'examen en position couchée dos commence par l'élévation antérieure en débutant toujours par le côté non opéré. L'élévation antérieure passive s'apprécie donc avec la main au-dessus de la tête, la main allant au contact de la table pour le côté non opéré. On passe ensuite du côté opéré. On demande au patient de se décontracter et on constate qu'on arrive à 170, la main ne touche pas le plan de référence. Après l'élévation antérieure passive, on passe à l'examen de la rotation externe passive en position RE1 coude au corps. On commence par le côté non opéré. On demande au patient de se décontracter, on maintient le coude au corps et on obtient 60 degrés facilement, sans douleur. Je passe du côté opéré, toujours coude au corps, patient détendu, et j'obtiens 45 degrés comparativement au côté non opéré.
Ainsi se termine l'examen en position couchée dos pour les amplitudes passives. On passe ensuite à une position assise. Asseyez-vous au bord de la table. Pour l'examen de la troisième mobilité passive, la rotation interne. La rotation interne passive s'examine main dans le dos, en commençant toujours par le côté non opéré. Passez la main dans le dos. On apprécie le niveau atteint des 12. Revenez. On passe de l'autre côté, du côté opéré, pour la rotation interne passive. Passez la main dans le dos. Qui est plus difficile de ce côté? On apprécie le côté atteint, L5. Revenez. L'examen des mobilités passives est maintenant terminé. J'examine maintenant la mobilité active avec une rotation externe globale en RE1 coude au corps, une rotation externe plus spécifique en RE2 dans le plan de l'omoplate, et enfin l'élévation antérieure active, toujours dans le plan de l'omoplate. Rotation externe, RE1 coude au corps, bien classique. Le patient écarte les bras, les coudes restent au corps, 60 degrés du côté non opéré, 45 degrés de l'autre côté. On passe ensuite à la rotation externe en RE2, dite position de patte dans le plan de l'omoplate. Patient tout à fait décontracté, vous venez toucher ma main. Allez-y à fond. On note l'amplitude, 110 degrés. On passe au côté opéré, même position. Laissez-vous aller. Patient décontracté, venez toucher ma main. On note l'amplitude, 80 degrés, donc déficit d'amplitude. Laissez aller, la manœuvre peut être un peu douloureuse. On passe ensuite à l'élévation antérieure. Dans le plan de l'omoplate, on commence par l'épaule non opérée. Levez le bras. Le plan de l'omoplate est choisi par le patient, 180 degrés. Descendez. On passe au côté opéré. Allez-y. On note l'amplitude atteinte au-delà de 150 degrés. Redescendez. Et on redemande la manœuvre pour examiner le rythme de l'omoplate. Allez-y. On recherche notamment l'élévation de l'épaule, du moignon de l'épaule. Redescendez à vitesse naturelle. Recommencez une fois. On va rechercher la notion d'un accrochage, soit à la montée, ça n'est pas le cas. Redescendez, soit à la descente, qui est légèrement douloureuse. L'examen de la mobilité active est terminé. Le testing de la coiffe des rotateurs intéresse 4 tendons, le sus-épineux, le sous-épineux, le sous-scapulaire et le long biceps. Le testing du sus-épineux se fait dans la position de job avec, c'est essentiel, une rotation interne, les 2 pouces en bas. Tenez cette position, on va imprimer une résistance, résister, et le patient ne résiste pas du côté atteint. Le signe de job est positif pour le sus-épineux. Le testing du sous-épineux s'effectue dans la position spécifique dite de patte, que nous connaissons déjà. Le patient vient toucher ma main et maintenant me résiste. On apprécie la résistance du côté 5, qui est normale. On passe du côté opéré. Le patient se décontracte. Venez toucher ma main. Restez, résistez. Et on apprécie la résistance et la douleur provoquée. Le testing du long biceps se fait dans la position du palm-up test. Détendez-vous. Et on va apprécier la résistance dans cette position. Les mains sont face au ciel. Résistez. On apprécie la résistance du côté sain et l'absence de résistance du côté opéré avec une douleur provoquée. Enfin, le testing du sous-scapulaire s'effectue dans la position dite de Gerbert. On commence par le côté non opéré, passez la main dans le dos, en bas du dos décontracté, et le patient va décoller la main du dos. Allez-y, revenez, c'est le lift-off. Recommencez, et on apprécie la force et la survenue ou non d'un phénomène douloureux. On passe du côté opéré, main dans le dos, en bas du dos, décontracté. Le patient décolle la main du dos, revenez, et on apprécie à nouveau l'absence de force et la gêne douloureuse ressentie par le patient. Notre examen est maintenant terminé. Il sera bien sûr complété à un moment ou à un autre par la recherche des points douloureux et celle des amyotrophies.
il ne comportera pas la recherche d'une instabilité. Cet examen oriente et guide la rééducation. En effet, on s'orientera plutôt vers une récupération des amplitudes passives complètes et indolores s'il s'agit d'une capsulite rétractile, et plutôt vers la récupération d'une mobilité active s'il s'agit d'une épaule pseudo-paralytique, par exemple une rupture de la coiffe des rotateurs. Cet examen très simple, qui est répété sans problème, va permettre de suivre aussi bien une épaule avant une intervention chirurgicale qu'une épaule après intervention chirurgicale. L'examen clinique que nous venons de voir a permis de définir la pathologie et c'est cet examen qui va permettre également d'orienter le programme de rééducation. Cependant, avant de voir cette rééducation proprement dite, je vous propose de retrouver le docteur Gilles Walch qui va évoquer les traitements applicables aux différents cas d'épaules douloureuses. Le traitement est bien sûr déterminé par le diagnostic, donc par les différentes entités. Tout d'abord, la capsulite rétractile. La capsulite rétractile constitue l'affection la plus difficile à traiter au niveau de l'épaule. C'est souvent un drame psychologique, familial, professionnel, chez des personnes qui souffrent en permanence et que l'on arrive très difficilement à calmer. C'est donc le domaine d'élection d'un traitement conservateur, médical et kinésithérapique. Médical, ce sont les anti-inflammatoires, les infiltrations, les anxiolytiques, les psychotropes, et surtout donc une rééducation. Cette rééducation aura comme objectif de récupérer les amplitudes articulaires passives. Cela sous-entend donc que l'on ne doit pas travailler en actif. Cette rééducation peut s'aider de la physiothérapie, bien entendu, sous toutes ses formes, et surtout, si possible, de la balnéothérapie. La rééducation dans l'eau est en effet beaucoup moins douloureuse pour ces personnes et leur permet de récupérer peut-être plus facilement leurs amplitudes passives. Donc, il y a une notion qui doit être fondamentale, quelle que soit l'étiologie de la capsulite rétractile, qu'elle soit traumatique, qu'elle soit due à une rupture de coiffe, qu'elle soit due à une calcification, peu importe. Un seul but, récupérer la souplesse de l'épaule, et c'est au kinésithérapeute de travailler en douceur. Donc voilà en ce qui concerne la capsulite rétractile. Maintenant, en ce qui concerne les calcifications tendineuses. Alors, les calcifications tendineuses, c'est tout à fait différent. Nous avons vu qu'il s'agissait d'une entité à part, une entité qui est finalement définie par la radiographie. Il existe des calcifications dans l'espace sous-acromial, entre l'acromion et la tête humérale, c'est-à-dire dans les tendons de la coiffe des rotateurs. C'est une définition purement radiographique. Sur le plan thérapeutique, là encore, le traitement doit être conservateur. Traitement médical contre la douleur, traitement contre l'inflammation et la rééducation. Dans la rééducation, là encore, la physiothérapie et le travail des abaisseurs de la tête humérale. Le travail des abaisseurs de la tête pour éviter que se produise un conflit entre la calcification tendineuse et la voûte sous-acromiale. Alors maintenant, troisième cas de figure, ce sont les tendinites. Alors les tendinites, le traitement est beaucoup plus difficile. Il reste médical et il est certainement plus difficile compte tenu des gens chez lesquels ça survient. Il s'agit surtout de sujets très actifs, qui travaillent, qui ne veulent pas s'arrêter, qui ont des douleurs à répétition de l'épaule. Donc je dirais que le premier traitement, ça devrait être le repos de l'épaule, si tant est qu'on puisse obtenir. On ne peut qu'exceptionnellement l'obtenir correctement, et donc on a recours au traitement médical habituel et à la rééducation, peut-être en insistant sur les étirements ou sur la rééducation propriocentrique que Jean-Pierre Lyotard a développée à l'interdépartemental d'Hauteville. C'est une rééducation qui intègre à la fois une notion de centrage de la tête humérale, centrage actif et proprioceptif, et puis une notion de travail excentrique des tendons de la coiffe des rotateurs. Alors maintenant, on va aborder le quatrième cas de figure, peut-être même le plus important. Il s'agit de la rupture de coiffe. Alors, la rupture de la coiffe des rotateurs, c'est un vaste problème. Pour le schématiser, il faut se référer à une radiographie simple, de face, en rotation neutre. Notre critère essentiel est le pincement sous-acromial. Dès que nous reconnaissons un pincement sous-acromial, c'est-à-dire que l'espace entre l'acromion et la tête humérale est inférieur à 7 mm, dans notre expérience, les réparations des tendons échouent.
Donc nous allons distinguer très nettement deux cadres. Le cadre des gens qui ont un pincement sous-acromial, je dirais des ruptures massives, où on est pratiquement à un stade dépassé, et le cadre des gens qui n'ont pas de pincement sous-acromial. Alors, lorsqu'il existe un pincement sous-acromial, comme je vous l'ai dit, les réparations sont difficiles, les tendons sont en règle générale très usés, rétractés, et le geste chirurgical ne redonne pas de force. Autrement dit, on risque d'imposer à des gens une rééducation très longue, uniquement pour qu'ils n'aient plus mal à l'épaule et pour qu'ils récupèrent une mobilité active correcte. Or, ce résultat, bien souvent, on peut l'obtenir par un simple nettoyage articulaire sous arthroscopie, avec un geste de décompression, tel qu'une acromioplastie, avec des gestes de nettoyage de moignons tendineux restants au niveau des tendons de la coiffe, sus-épineux, long biceps. Bref, des interventions simples sous arthroscopie suffisent en règle générale dans ce cas-là pour obtenir l'indolence, ce que recherchent les sujets. Mais alors, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas de pincement sous-acromial? Alors, c'est le cadre le plus intéressant, bien sûr, puisque c'est ceux que l'on peut réparer. En effet, de manière empirique et pragmatique, je dirais que les gens qui n'ont pas ce pincement sous-acromial peuvent subir une réparation chirurgicale relativement facilement. Donc, on peut se permettre de les réparer. Et là, l'indication va dépendre essentiellement de l'âge du sujet. Si on a un sujet jeune, moins de 50 ans, par exemple, l'indication opératoire doit, à mon avis, être formelle. Car ce sont des sujets qui risquent de dégrader petit à petit cette petite rupture qui va se transformer en grosse rupture. Et il vaut mieux réparer un petit trou avec un bon résultat qu'attendre qu'il y ait un grand trou et un pincement sous-acromial que l'on ne sait pas traiter. Donc avant 50 ans, la réparation est à mon avis systématique, chirurgicalement. Après 50 ans, il faut être beaucoup plus éclectique, car on sait en effet qu'on peut vivre, que beaucoup de gens vivent avec une rupture de coiffe bien tolérée. Donc l'indication va dépendre de quoi? Avant tout de la motivation du sujet, de ses activités, de l'importance de la rupture, et c'est en fonction de ces différents éléments que l'on prendra une décision. Si l'on s'oriente vers un traitement conservateur, qu'est-ce qu'on va chercher à obtenir? D'une part, l'indolence, on connaît le traitement habituel, et d'autre part, une compensation musculaire. Et ça, c'est la rééducation. Compensation musculaire pour éviter que la tête humérale ne continue à ascensionner. Il va donc falloir renforcer les muscles abaisseurs de la tête humérale et les muscles de la coiffe qui n'ont pas été touchés, et ce sont les rotateurs internes ou externes. Alors donc la réparation chirurgicale est faite, donc maintenant il faut quand même continuer à travailler. Et quel est le traitement post-opératoire que l'on peut indiquer? Alors, pour les cas donc, que l'on opère, ce sont ces sujets donc, motivés, effectivement, et vous avez raison de soulever le problème des suites post-opératoires, car c'est un problème essentiel. Le geste chirurgical, je dirais, compte pour moins de 50% dans le résultat. Au moins 50% de celui-ci est obtenu par la rééducation post-opératoire. On ne peut pas opérer une coiffe des rotateurs sans une équipe de rééducateurs et de kinésithérapeutes entraînés à ce type de pathologie. On va à l'échec. Alors, ce traitement post-opératoire, il y a deux manières de le concevoir. Soit vous avez la possibilité de faire hospitaliser votre patient en centre pendant 3 semaines, où vous allez avoir une rééducation pluriquotidienne, 5 à 6 fois par jour, et ça dure en moyenne 3 semaines. Soit le patient va faire une rééducation en ambulatoire, chez un kinésithérapeute en ville. Les notions de base pendant ces 3 premières semaines, ce sont des exercices très simples, brefs, mais répétés plusieurs fois par jour. Donc le sujet doit prendre conscience de ces exercices à répéter chez lui et à répéter sous la surveillance du kinésithérapeute. Ça, ce sont les 3 premières semaines. Et l'objectif est de récupérer la souplesse de l'épaule, éviter cette fameuse capsulite rétractile. Et on peut admettre qu'au bout de 3 semaines, après ces interventions de réparation, les amplitudes articulaires passives sont récupérées. Et là va commencer un autre type de rééducation qui va être la rééducation, la récupération des amplitudes actives. Et là encore, c'est le domaine de la rééducation que développe Jean-Pierre Lyotard, la rééducation propriocentrique et surtout la rééducation en excentrique,
qui consiste à récupérer la mobilité active non pas en concentrique, à partir du bas jusqu'en haut, ce qui fait toujours très mal, mais au contraire, depuis le haut jusqu'au bas, seulement donc pour freiner la descente. C'est un réveil des muscles réparés. Dernier grand chapitre de ce dossier spécial, il s'agit du programme de rééducation. Ce programme a été mis au point par le docteur Jean-Pierre Liotard et l'équipe de kinésithérapeutes du Centre médical interdépartemental de Hauteville dans l'Ain. Mais tout d'abord, Jean-Pierre Liotard nous rappelle l'esprit de ce programme. Alors la première phase, en ce qui nous concerne, ça a été effectivement en 85 de reprendre les bases traditionnelles françaises. Cette rééducation à la française, c'est essentiellement une rééducation qui découle des conceptions nosologiques dites rhumatologiques, et c'est la périarthrite scapulo-humérale de De Sèze. À partir de ces conceptions rhumatologiques, l'essentiel de la rééducation consistait à rechercher des compensations et des voies de passage pour une épaule qui n'était pas chirurgicalement réparée. Et donc en 85, nous avions, comme les autres, ce type de conception en tête. En 85 arrive la deuxième phase de rééducation pour nous, que j'appelle la rééducation à l'américaine. Et cette rééducation à l'américaine dérive d'une autre conception, celle du conflit, qui a été introduite par NIR aux États-Unis. Et cette rééducation a pour nous deux caractéristiques principales. D'une part, il va s'agir d'une rééducation pour une épaule réparée, donc souvent après un acte chirurgical. Et d'autre part, on retrouve une mobilité plus physiologique et non pas comme antérieurement une mobilité de compensation. Et cette mobilité physiologique débouche notamment sur un travail auquel nous tenons beaucoup, qui est le travail de l'élévation dans le plan de l'omoplate. Alors, on peut dire qu'ici, à Hauteville, vous avez encore procédé à une certaine évolution, sans renier l'école américaine. Vous avez évolué en quelque sorte en axant plus votre éducation sur la rééducation du collagène en premier lieu. Alors effectivement, en 88, sur un travail antérieur qu'on effectuait dans la rééducation du genou, nous nous sommes intéressés au collagène à travers un mode de travail particulier en excentrique. Cette évolution fait que nous sommes entrés encore plus dans une rééducation qui se préoccupe de principes anatomiques. Et cette rééducation du collagène, c'est essentiellement, par différentes techniques que nous verrons tout à l'heure, le moyen d'optimiser la cicatrisation des lésions tendineuses avant ou après chirurgie. Alors, cette rééducation particulière à Hauteville, en quelque sorte, qu'est-ce qu'elle a de particulier, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Alors, cette rééducation particulière du collagène est essentiellement basée sur un travail en excentrique. C'est un travail qui est bien connu traditionnellement. Et je lui ai donné l'appellation de propriocentrique, car elle me semble recouvrir deux préoccupations essentielles vis-à-vis de la rééducation de l'épaule: se soucier des capacités proprioceptives des tendons de la coiffe des rotateurs d'une part, et d'autre part se soucier du centrage de la tête humérale qui est un impératif absolu dans la rééducation de l'épaule. Alors pratiquement, comment ça se passe? Alors en pratique, il faut redire que la rééducation comprend toujours deux phases principales. Une phase de récupération des amplitudes passives qui précède la phase de récupération de la mobilité active. Cette rééducation propriocentrique, essentiellement, s'est intéressée à la mobilité active, car la récupération de cette mobilité active était celle qui nous posait le plus de problèmes. On a donc mis au point un travail en excentrique, et je crois que le plus simple pour introduire ce principe, c'est de dire qu'au lieu de récupérer une élévation antérieure traditionnelle de bas en haut, nous avons récupéré une élévation antérieure par un travail de haut en bas, donc à l'envers, en excentrique. Et je crois qu'on peut dire très simplement que ce travail est basé sur deux constatations. La première, c'est que lorsqu'on commence à travailler l'élévation antérieure à partir d'une position haute, le tendon du sus épineux est en position courte et donc dans une position de sécurité pour démarrer la rééducation. Et la deuxième chose tout aussi importante, c'est que dans cette position haute, nous inversons la composante ascensionnelle du deltoïde qui est traditionnellement néfaste pour la coiffe en lui donnant une composante abaissante qui nous donne toute sécurité pour démarrer ce travail actif.
Situé sur un plateau à 1000 mètres d'altitude, le centre médical interdépartemental de Hauteville accueillait à l'origine des patients atteints de maladies pulmonaires. Aujourd'hui, l'activité de pneumologie s'est largement réduite et le centre médical de Hauteville s'est donc orienté vers d'autres secteurs de soins. Le dynamisme de l'équipe médicale du service de rééducation s'est ainsi étendu à toute la région Rhône-Alpes et chaque année, de plus en plus de patients viennent ici pour effectuer le programme de rééducation de l'épaule. Pour preuve, ce service vient d'ailleurs de passer le cap des 200 cas de rééducation de l'épaule par année. Le grand principe de toute rééducation de l'épaule est l'obtention des amplitudes passives totales avant tout travail actif. Et de façon imagée, on peut dire qu'on ne démarre pas en voiture sans enlever préalablement son frein à main. À partir de cela, deux cas de figure vont se présenter. D'abord, des patients qui auront une limitation de leur amplitude passive. Ce sera le cas chez les sujets non opérés, c'est la capsulite rétractile. Ce sera également le cas chez les sujets opérés, c'est la phase post-opératoire immédiate. Deuxième cas de figure, des patients qui présentent une limitation de leur mobilité active. Ce sont les sujets qui sont en immobilisation active totale, c'est l'épaule pseudo-paralytique. C'est également le cas des sujets opérés qui se trouvent dans la deuxième phase, phase de récupération active qui fait suite à la phase de récupération de la mobilité passive. Nous travaillerons la récupération de la mobilité passive à partir de 4 mouvements. La RE1, ce que nous appelons la RE1, l'élévation antérieure passive, un travail combiné de RE2, RE3 et un travail également combiné de rotation interne et rétropulsion. Premier mouvement, c'est le travail de la RE1, donc la rotation externe, coude au corps, où le sujet est sanglé. Par l'intermédiaire d'un bâton, il se mobilise en rotation externe. Nous veillerons dans ce mouvement à ce qu'il n'y ait pas de compensation au niveau du coude en réalisant une extension associée. Nous veillerons également à ce qu'il n'y ait pas de compensation au niveau du poignet. Le sujet est sanglé afin d'éviter une abduction qui pourrait être réalisée de façon parallèle à la rotation externe. Deuxième mouvement, c'est l'élévation antérieure passive que nous allons d'abord travailler par l'exercice du penché en avant où les bras sont complètement relâchés. Le sujet donc se mobilise de façon passive en inclinant tout simplement le tronc, l'amplitude du mouvement étant due à la souplesse des ischio-jambiers. Et nous obtenons ainsi à travers cette mobilisation une amplitude de 80-90, voire 120 degrés. Deuxième mouvement d'élévation antérieure passive, c'est la mobilisation assistée par le kinésithérapeute. Et dans cette phase de mobilisation, la prise est primordiale puisque le bras doit être complètement soutenu. Les mouvements sont contrôlés et principalement le mouvement de rotation afin de trouver le meilleur passage possible pour obtenir la meilleure élévation antérieure possible. Et on a également possibilité, à travers cette prise, de provoquer un abaissement de la tête humérale afin de permettre un meilleur passage de la coiffe sous la voûte sous-acromiale. Troisième mouvement pour récupérer cette élévation antérieure passive, c'est le mouvement du glissé sur table. D'abord, mouvement réalisé sur un plan talqué plat où l'amplitude du tronc sera limitée
en raison du tronc qui va venir buter sur le bord antérieur de la table. La main est montée de façon passive sur la table et les coudes sont tendus afin de ne pas avoir de sollicitation, et ceci pour les gens opérés, pour ne pas avoir de sollicitation des éléments suturés. Et là, comme pour le penche en avant, la mobilisation se fait passivement grâce au tronc qui se penche en avant. Dans un souci de progression, nous ferons faire cette mobilisation sur table sur un plan incliné. Ici, plan incliné sur 2 barres où le tronc pourra ainsi passer à travers les barres et permettre une plus grande amplitude. Avec toujours ce souci de passif pur où le patient mettra sa main sur la barre, partira d'une position horizontale et maintiendra les coudes tendus afin, et là encore pour les sujets opérés, de ne pas solliciter les éléments suturés. Dernière progression pour ces mouvements de glisser sur table, c'est la mobilisation sur des barres parallèles. Cette mobilisation se faisant par conséquent plus près des oreilles et étant beaucoup plus dure que lors des phases précédentes où l'épaule est beaucoup plus dans le plan d'omoplate. Autre exercice pour la récupération de l'élévation antérieure passive, c'est la mobilisation assistée par le sujet lui-même, où le mouvement sera réalisé par l'intermédiaire de l'autre bras. Cette mobilisation sera débutée pour les sujets opérés lorsque il y aura obtention de 120-130 degrés d'élévation antérieure afin de supprimer la zone de mobilité 0,90 où il pourrait y avoir participation des éléments suturés. Dans un premier temps, cette mobilisation se fera avec le coude fléchi, la mobilisation se réalisant ainsi dans le plan de l'omoplate, et ensuite le coude tendu pour se retrouver, comme dans la dernière phase de mobilisation sur table, avec le bras plus près des oreilles. Troisième mouvement de récupération des amplitudes passives, c'est le travail combiné de la RE2 et de la RE3. La RE2 étant la rotation externe à 90 degrés d'élévation antérieure passive dans le plan d'omoplate, la RE3 étant la rotation externe à 90 degrés d'élévation antérieure dans un plan sagittal. Cet exercice de la sieste va combiner ces deux mouvements de RE2 et de RE3. Le patient se mobilisera en RE3 en ramenant le coude vers soi et se mobilisera en RE2 en poussant le coude vers le plan horizontal de la table. Quatrième et dernier mouvement pour cette récupération des amplitudes passives, c'est le travail combiné de la rotation interne et de la rétropulsion. C'est le mouvement tout simple où le sujet passe sa main dans le dos. Mouvement important car c'est un mouvement fonctionnel puisqu'il va servir aux gens de se laver et aux femmes d'attacher leur soutien-gorge. Pour permettre un meilleur passage de cette main dans le dos, nous travaillerons spécifiquement la rétropulsion par l'intermédiaire d'un bâton tenu par les deux mains, le mouvement étant réalisé par l'autre bras qui fait levier sur la fesse et qui porte la main en arrière.
Lorsque cette rétropulsion et le passage de la main dans le dos sera fait de façon aisée, nous travaillerons la rotation interne rétropulsion. C'est ce mouvement de glisser tout simple dans le dos, mouvement réalisé par l'intermédiaire de l'autre bras, qui mobilise la main de bas en haut le long de la colonne vertébrale. Nous veillerons, lors de cet exercice, à éviter les compensations et notamment les sujets qui se penchent en avant et qui arrondissent le dos. La récupération passive est obtenue. Nous allons passer maintenant au travail actif. Ce travail actif va s'effectuer à 150 degrés d'élévation antérieure passive, ceci afin de mettre le sus-épineux en course interne, et nous demanderons de baisser le bras de façon à nous diriger vers une course longue du sus-épineux. Le travail actif débute d'abord par des stabilisations au zénith, table inclinée à 30 degrés par rapport à la verticale afin de se retrouver dans l'amplitude de 150 degrés. Le bras est monté passivement jusqu'à cette position au zénith afin de ne pas travailler en concentrique et à ne pas solliciter les éventuelles sutures lorsqu'on a affaire à des sujets opérés. Une fois cette stabilisation au zénith obtenue, va débuter une mise en tension légère du sus-épineux en demandant au sujet de passer en avant de la verticale. Ceci plusieurs fois, il revient en arrière, il passe en avant, le sus-épineux est mis en tension. Une fois ceci acquis, nous allons commencer le travail en descente. Le kinésithérapeute monte toujours de façon passive le bras, pour les mêmes raisons, donc cette non-mise en tension des éléments suturés éventuels. Et le sujet commence à travailler coude fléchi dans la descente, la progression commençant à se faire en limitant l'amplitude du mouvement, donc en arrêtant le mouvement dans la descente. Petit à petit, le sujet descendra de plus en plus bas et passera cette zone un petit peu fatidique de 90 degrés où l'on va retrouver éventuellement le conflit. Ce travail avec le kiné est important car on doit rechercher absolument le meilleur passage pour la descente, passage qui va se situer avec très souvent un léger écartement du corps et une rotation interne de l'épaule. Dans un deuxième temps, donc, lorsque le sujet aura compris parfaitement le mouvement, il pourra le réaliser tout seul, toujours en montant de façon passive le bras, et avec maintenant à visée de progression une notion de vitesse. Plus la vitesse étant lente, plus le temps de contraction étant augmenté. Le bras est monté passivement. Et le sujet passe en léger écartement du tronc dans le plan d'omoplate avec une rotation interne. Autre critère de progression, c'est l'augmentation de la charge. Augmentation de la charge qui se fera tout simplement en demandant au sujet de tendre son bras. Au départ, le sujet contrôlait la descente coude fléchi. Petit à petit, il va tendre son coude. Dernier élément de progression, c'est le travail en position debout, donc position fonctionnelle du bras, avec le même travail, montée passive, descente contrôlée, et ces mêmes critères de progression que sont la vitesse, la charge et l'amplitude. Il faut également parler de cas un petit peu particuliers qui sont représentés par les lésions associées du sous-épineux avec un sous-épineux ou des lésions antérieures, mais disons les lésions
postérieure, où l'on fera faire un travail électif, une mise en tension électif, toujours en excentrique, du sous-épineux. Ceci en position coude au corps, où l'on partira en course courte du sous-épineux, c'est-à-dire en rotation externe de l'épaule, et où l'on se dirigera vers une course longue, avec également ces critères de progression que sont l'amplitude. Le patient pourra arrêter le mouvement à l'amplitude qu'il voudra. La charge, qui est ici représentée par la mise en tension plus ou moins importante du torchon ou d'une sangle, et également la vitesse, qui représente pour le muscle un temps de travail de plus en plus long. Deuxième cas particulier rencontré dans ce travail actif, ce sont les réparations du sous-scapulaire. Cette rééducation sera un petit peu spécifique pour ce cas-là, puisque nous mettrons en tension sélective le muscle sous-scapulaire, ceci à partir toujours d'une course courte du tendon qui se situe en rotation interne, par conséquent la main sur le ventre, et nous dirigerons vers une course longue du tendon en rotation externe. La charge ici, la résistance, sera mise par l'intermédiaire d'un bâton, la main contralatérale poussant la main vers l'extérieur, et nous retrouverons bien entendu les mêmes critères de progression que sont la vitesse, la charge et l'amplitude. Voilà, c'est donc avec ces méthodes simples mais efficaces que nous allons refermer notre dossier sur l'épaule. Maintenant, comme à l'habitude, une revue de presse. Parmi les récentes parutions, nous en avons sélectionné un certain nombre qui traitent précisément de l'épaule. Revue de presse, et puis vous allez le constater, deux nouveautés pratiques en même temps. Édité par l'ASPEC, voici le tome 2 d'un livre intitulé « Membres supérieurs et thérapie manuelle ». Il s'agit d'un ouvrage traitant de l'approche manuelle des problèmes du membre supérieur. Nous avons surtout été intéressés par le chapitre 3 sur les syndromes du membre supérieur et particulièrement sur le traitement des fascias. Aux éditions Chiron Sport, voici deux ouvrages en réimpression sur les kuatsu, une thérapeutique manuelle de tradition asiatique, technique utilisée comme procédé de réanimation dans la pratique du sport et pour soulager les douleurs. L'auteur, Éric de Winter, médecin et judoka, est décédé il y a quelques années, mais ses ouvrages sont toujours très demandés. Le tome 1 est consacré au kuatsu de réanimation, thérapeutique particulière pour faire face à des situations d'urgence dans les sports de contact. Et le tome 2 propose les techniques pour soulager les douleurs. Il s'agit d'une description des techniques de percussion réflexogène. Pour être plus complet sur l'épaule, signalons la sortie chez Springer Verlag de l'épaule douloureuse dégénérative. Outre les aspects anatomiques et biomécaniques agrémentés de nombreuses photos et schémas, l'aspect clinique permet de démembrer les épaules dégénératives. Notons au passage les tests de force et de stabilité, un chapitre de technologie de rééducation classique et pour finir, quelques techniques chirurgicales. Toujours à propos de l'épaule, signalons la parution chez Frison Roche de Médecine de rééducation de l'épaule douloureuse. Les auteurs Jean-Louis July et Giannino Vitti ont écrit ce livre d'après un plan de travail établi par Didier Patte, spécialiste de l'épaule disparu prématurément. Dans cet ouvrage, nous retrouvons là aussi l'aspect anatomique et biomécanique, l'examen clinique et une intéressante fiche d'examen. Enfin, pour terminer cette revue de presse, nous vous signalons la sortie chez Masson d'un livre intitulé « Traumatologie du sport ». Il est signé par Danowski et Chanusso. Présenté comme un atlas illustré de schémas, ce livre est une explication simple pour une compréhension rapide et une approche thérapeutique basée sur l'expérience des auteurs. Parmi les nouveautés pratiques, voici le goniomètre de Philippe Labrique. Cet appareil présente la particularité de pouvoir être pincé une fois que l'on a relevé la mesure d'angle. On peut également mesurer par rapport à la verticale, qui ainsi donne la position de référence. D'un côté, le cadran vous donne l'amplitude articulaire et de l'autre côté, l'angle complémentaire. À signaler que cet appareil est distribué par la boutique Kinévidéo. Et puis voici un moulage grandeur nature de l'épaule qui reproduit fidèlement les os. Les ligaments également sont représentés dans cet ensemble fonctionnel. Ce moulage permettra aux médecins, comme aux kinésithérapeutes d'ailleurs,
d'expliquer aux patients la pathologie qui les concerne. Voilà, fin de ce 10e numéro de Kiné Vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié cette formule du dossier spécial. En tout cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous allez voir l'adresse et le numéro de téléphone apparaître sur votre écran. Dans un trimestre, retour à la formule habituelle, le magazine, mais nous reprendrons, si vous le souhaitez, ces dossiers spéciaux. Rendez-vous donc dans 3 mois.